Le mystère du Bigfoot. Dans les forêts profondes du nord-ouest américain, quelque chose rôde. Quelque chose d'immense. Quelque chose qui a laissé des empreintes de 50 cm de long dans la boue. Quelque chose qui a terrorisé des prospecteurs en pleine nuit, bombardant leurs cabanes de rochers jusqu'à l'aube. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que personne n'a jamais pu prouver avec certitude ce que c'était. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des plus grandes énigmes cryptozoologiques de tous les temps. Attachez vos ceintures, parce que cette histoire va vous emmener des forêts brumeuses de Californie au laboratoire scientifique en passant par Hollywood et les jeux vidéo. Avant même que les colons européens ne posent le pied sur le continent américain, les peuples autochtones parlaient déjà de lui. Les tribus du nord-ouest Pacifique connaissaient bien ces créatures. Pour les Salish de Colombie-Britannique, c'était le Sasquatch, un géant velu des forêts. Ce mot serait d'ailleurs à l'origine du terme Sasquatch que nous connaissons aujourd'hui. Mais ce n'était pas qu'un monstre de conte pour effrayer les enfants. Non, pour beaucoup de nations autochtones, ces êtres faisaient partie de la réalité de la forêt, au même titre que les ours ou les loups. Les Ojibwés des plaines du Nord parlaient du rugaru, une créature qui apparaissait dans les moments de danger. D'autres nations évoquaient des messagers d'avertissement, des êtres qui disaient aux hommes de changer leurs habitudes. L'ethnographe George Gibbs a été l'un des premiers à documenter ces légendes en 1865, recueillant des témoignages des autochtones locaux qui parlaient du Tsiatko, des Indiens sauvages velus vivant dans les bois. Ces récits ne décrivaient pas des monstres sanguinaires, mais plutôt des créatures timides, intelligentes, qui préféraient éviter le contact avec l'homme. En 1811, l'explorateur britannique David Thompson aurait découvert des empreintes étranges dans la neige, des empreintes massives, impossible à attribuer à un animal connu. Mais c'est vraiment au début du XXe siècle que les témoignages de colons ont commencé à s'accumuler. En 1904, dans la région des Sixes River, sur la côte de l'Oregon, des colons ont rapporté avoir aperçu un homme sauvage, velu, rôdant dans les montagnes côtières. D'autres récits similaires ont suivi dans les décennies suivantes, émanant de mineurs et de chasseurs qui s'aventuraient dans les zones reculées. Mais l'incident qui a vraiment fait exploser la légende s'est produit en juillet 1924 sur le mont Sainte-Hélène. Et croyez-moi, c'est là que l'histoire devient vraiment terrifiante. Imaginez la scène. 5 prospecteurs, Fred Beck, Gabe Lefevre, John Peterson, Marion Smith et son fils Roy, campent dans une petite cabane qu'ils ont construite de leurs mains. Ils sont à des kilomètres de toute civilisation, cherchant de l'or dans les montagnes sauvages du mont Sainte-Hélène. Pendant des semaines, ils ont trouvé d'étranges empreintes près des ruisseaux et des sources. Des empreintes immenses, certaines mesurant près de 50 cm de long. Mais ce ne sont que des traces après, jusqu'à cette journée fatidique. Les prospecteurs tombent nez à nez avec 4 créatures massives se déplaçant dans la forêt d'une démarche droite presque humaine. Ils les décrivent comme mesurant plus de 2 mètres, couverts de longs poils noirs, avec des oreilles pointues de 10 cm et 4 orteils courts et trapus. Chaque créature peserait environ 180 kg. Pris de panique, Frank Beck sort son fusil et tire sur l'une des créatures. Touché à 3 reprises, l'animal bascule d'une falaise dans un canyon inaccessible. Grave erreur. Cette nuit-là, alors que les hommes tentent de dormir, l'enfer se déchaîne. La cabane commence à être bombardée de pierres massives, de tous les côtés. Les coups résonnent contre les murs en bois comme des coups de tonnerre. Les hommes entendent des corps énormes s'écraser contre la structure, faisant trembler les fondations. Des hurlements perçants déchirent la nuit. À un moment, une main gigantesque passe à travers un trou dans le mur et tente de saisir une hache. Le siège dure toute la nuit. Toute la nuit. Ce n'est qu'à l'aube que les attaques cessent enfin et les créatures disparaissent dans les ombres de la forêt. Tremblants, épuisés, les 5 hommes rassemblent leurs affaires et fuient la montagne. Ils racontent leur histoire aux autorités. L'histoire fait sensation. Le service des forêts envoie des rangers enquêter. Les rangers G.H. Huffman et William Welch descendent dans le canyon inaccessible, mais ne trouvent rien. Ils examinent les empreintes géantes près de la cabane et démontrent qu'il serait facile de les falsifier. Leur conclusion, les mineurs ont probablement placé eux-mêmes les grosses pierres autour de la cabane pour étayer leur histoire. Mais voilà le truc. Les rangers ont eu beau débunker l'histoire, les gens voulaient croire. L'incident a été rapporté dans tous les journaux de l'Oregon. Le canyon a été renommé Ape Canyon, nom qu'il porte encore aujourd'hui. Et cette histoire a inspiré des décennies de témoignages et de théories. Fred Beck lui-même a écrit un livre en 1967, plus de 40 ans après l'événement, maintenant sa version jusqu'à la fin. Alors, si vous aimez ce genre d'histoire mystérieuse et que vous voulez en découvrir davantage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. On explore les plus grandes énigmes de notre monde et vous ne voulez rien manquer.
Mais le terme Bigfoot lui-même, celui qui va devenir mondialement célèbre, ne naît que bien plus tard. En 1958, dans le comté de Humboldt, en Californie, des travailleurs forestiers découvrent d'énormes empreintes sur un chantier de construction routière près de Bluff Creek. Un journaliste de la Humboldt Times, Andrew Genzoli, reçoit une lettre d'un lecteur décrivant ces traces mystérieuses. Genzoli pense que c'est une histoire amusante pour un dimanche matin et écrit un article léger mentionnant en plaisantant que peut-être avons-nous un parent de l'abominable homme des neiges de l'Himalaya. À sa grande surprise, les lecteurs adorent. Son collègue, Betty Allen, et lui publient des articles de suivi. Les bûcherons surnomment la créature Bigfoot à cause de ses empreintes gigantesques. Et voilà, une légende est née. Le nom colle immédiatement. Bigfoot devient une sensation locale, puis nationale. Les magazines d'aventure masculine et les romans de poche bon marché s'emparent du sujet. Dans ces histoires, Bigfoot est dépeint comme une créature primitive et dangereuse issue du passé, tapie dans la nature sauvage moderne. Ce qu'on a appris plus tard, c'est que les empreintes de 1958 étaient un canular orchestré par un certain Ray Wallace. Ses enfants l'ont révélé après sa mort en 2002. Mais à ce moment-là, le mal était fait. Bigfoot était fermement ancré dans la culture populaire du continent. L'État de Washington compte aujourd'hui plus de 700 témoignages recensés. La Californie, la Floride, l'Ohio, l'Illinois et l'Oregon figurent également parmi les États avec le plus d'observations. Et puis arrive octobre 1967. Roger Patterson et Bob Gimlin, deux anciens cavaliers de rodéo et boxeurs amateurs, partent en expédition dans la forêt nationale de Six Rivers, dans le nord de la Californie. Patterson est fasciné par Bigfoot depuis la fin des années 1950. Il a même commencé à tourner un pseudo-documentaire sur le sujet. Il a choisi cette zone précisément à cause des nombreux rapports d'empreintes géantes depuis 1950. Le 20 octobre, ils chevauchent le long de Bluff Creek quand leurs chevaux s'affolent soudainement. Patterson descend de sa monture, sort sa caméra 16 mm de sa sacoche et commence à filmer. Et ce qu'il filme va devenir l'une des pièces de preuve les plus débattues de l'histoire de la cryptozoologie. Pendant 59 secondes, la caméra capture une créature massive et velue marchant le long d'un lit de ruisseau asséché. La créature se déplace d'une démarche fluide et roulante, ses longs bras se balançant naturellement. À un moment, elle se retourne et regarde directement Patterson Gimlin avant de disparaître dans la forêt dense. Les témoins estiment sa taille entre 2,10 m et 2,40 m. Des détails semblent indiquer qu'il s'agit d'une femelle, notamment ce qui ressemble à des seins pendants. La créature laisse derrière elle des empreintes de 45 cm de long. Ce film, aujourd'hui connu sous le nom de Patterson Gimlin Film, est devenu le second film amateur le plus visionné de l'histoire, juste après le film Zapruder de l'assassinat de JFK. Et le débat fait rage depuis près de 60 ans. Les partisans de l'authenticité pointent plusieurs éléments troublants. D'abord, la démarche de la créature. Des experts en biomécanique ont analysé la façon dont elle marche. Son mouvement fluide et roulant, avec une amplitude de pas impossible pour un humain de cette taille, ne correspond à aucun schéma de marche humain connu. La largeur des épaules dépasse les proportions humaines normales. Ensuite, il y a les détails anatomiques. Si vous regardez attentivement les images améliorées, vous pouvez voir ce qui ressemble à des muscles se contractant sous la peau. Il y a même ce qui semblait être une crête sagittale sur le crâne, similaire à celle d'un gorille mâle. Des anthropologues, comme Jeff Meldrum de l'université d'Idaho, ont passé des décennies à étudier ce film. Meldrum soutient que les proportions, le mouvement et les détails anatomiques seraient extrêmement difficiles à reproduire avec un costume de 1967. Bill Munns, expert en effets spéciaux et créatures de costumes de créatures, a analysé le film en profondeur dans son livre When Roger Met Patty. Ses conclusions penchent vers l'authenticité, argumentant que créer un tel costume avec la technologie de 1967 aurait été quasiment impossible. Mais les sceptiques ont leurs arguments aussi. Philip Morris, un créateur de costumes de gorille pour les foires, affirme avoir vendu un costume à Patterson peu avant le tournage du film. Bob Hieronymus, un homme de la région, a même affirmé avoir été l'homme dans le costume. Il dit que Patterson lui avait promis $1000 pour porter le déguisement, argent qu'il n'a jamais reçu. Hieronymus a passé un test de détecteur de mensonges pour étayer ses affirmations. Certains témoins disent l'avoir vu en possession du costume à l'époque. Le contexte est également suspect. Patterson était endetté et a loué une caméra en disant à ses amis qu'il allait dans la nature pour trouver une preuve irréfutable de l'existence de Bigfoot. Et il revient presque immédiatement avec exactement ça. Le timing est pour le moins commode. De plus, l'image est juste assez floue et la créature juste assez éloignée pour qu'on ne puisse jamais être totalement certain. Patterson est mort d'un cancer en 1972, maintenant jusqu'à la fin que la créature était réelle. Gimlin a évité de parler publiquement du sujet pendant des décennies, n'accordant que 3 interviews des années 1970 jusqu'à 2005 environ. Depuis, il a recommencé à donner des interviews et apparaître dans des conférences sur Bigfoot. Il nie catégoriquement avoir participé à un canular. Le film
reste donc l'une des pièces de preuve les plus controversées et fascinantes dans le monde de la cryptozoologie. Parlons maintenant des arguments scientifiques pour et contre l'existence de Bigfoot. Du côté des partisans, l'hypothèse la plus populaire est celle du Gigantopithecus. Le Gigantopithecus blacki était un singe géant qui a vécu en Asie du Sud-Est il y a environ 1 million d'années. Découvert pour la première fois en 1935 quand un paléontologue a trouvé une molaire géante dans une pharmacie de Hong Kong. Cet animal était absolument massif. Il pouvait atteindre 3 mètres de haut debout et peser jusqu'à 600 kg. C'est le plus grand primate ayant jamais existé. L'anthropologue Grover Krantz a proposé qu'une population survivante de Gigantopithecus aurait pu traverser le détroit de Bering pour coloniser l'Amérique du Nord. Jeffrey Bourne a soutenu que c'était plausible puisque les fossiles de Gigantopithecus ont été trouvés en Chine, dont les forêts sont similaires à celles du nord-ouest américain. De nombreuses espèces ont migré d'un continent à l'autre via le détroit de Bering au cours de l'histoire. Krantz a même analysé la mâchoire du Gigantopithecus et noté qu'elle s'élargit vers l'arrière, ce qui pourrait permettre de loger une trachée lorsque le crâne est placé directement au sommet de la colonne vertébrale, comme chez les humains, suggérant une posture bipède. Mais voilà les problèmes majeurs avec cette théorie. Premièrement, tous les fossiles de Gigantopithecus ont été trouvés en Asie. Aucune trace de cet animal n'a jamais été découverte en Amérique du Nord. Aucune, pas un seul os, pas une seule dent. Deuxièmement, Gigantopithecus s'est éteint il y a environ 300 000 ans, probablement à cause des changements climatiques qui ont transformé ces forêts en savane. Son régime alimentaire spécialisé, composé principalement de bambous et de plantes fibreuses, n'aurait pas pu s'adapter aux environnements nord-américains. Troisièmement, la majorité des anthropologues pensent que Gigantopithecus était quadrupède, pas bipède. Son poids massif aurait rendu la bipédie extrêmement difficile, voire impossible. En 2019, des scientifiques ont analysé des protéines anciennes dans l'émail dentaire d'un Gigantopithecus vieux de 1,9 million d'années. Ils ont découvert que le plus proche parent vivant de Gigantopithecus était l'orang-outan et que leur lignée s'est séparée il y a environ 12 à 10 millions d'années. Cela confirme que Gigantopithecus était un grand singe, pas un hominidé proche de l'homme. Les arguments contre l'existence de Bigfoot sont également solides. Le principal est simple. Où sont les corps? Pour qu'une population viable de créatures de 200 à 400 kg survive année après année, il faudrait un nombre suffisant d'individus pour se reproduire. Cela signifierait des centaines, voire des milliers d'individus dispersés sur le continent. Et pourtant, aucun cadavre n'a jamais été trouvé. Aucun os, aucune dent, aucun spécimen mort sur une route, aucun squelette dans une grotte. Grover Krantz lui-même, pourtant partisan de l'existence de Bigfoot, a écouté au moins 10 enregistrements audio prétendument de Bigfoot et n'a trouvé aucune raison convaincante de croire qu'ils étaient authentiques. Il a également examiné des échantillons de poils, d'excréments, de raclures de peau et de sang attribués à Bigfoot. Son constat, soit ces échantillons ne reçoivent aucune étude scientifique sérieuse, soit la documentation de ces études est perdue ou impossible à obtenir. En 2005, des habitants de Teslin au Yukon ont affirmé avoir vu un Sasquatch et ont récupéré des touffes de poils dans des buissons. L'analyse ADN du Dr David Coldman de l'Université de l'Alberta a révélé qu'il s'agissait de poils de bison. En 2012, une équipe dirigée par le Dr Melba Ketchum a publié un communiqué affirmant avoir confirmé l'existence d'une nouvelle espèce hybride d'hominidés basée sur l'analyse de cheveux prétendument de Bigfoot. Cette étude a été rapidement discréditée. Elle a été publiée dans une revue créée 9 jours avant la publication et dont ce fut l'unique numéro. Le travail génétique a été jugé peu convaincant par la communauté scientifique. La psychologie joue également un rôle crucial. Notre cerveau est incroyablement doué pour trouver des explications aux événements qu'il ne peut pas immédiatement interpréter. C'est ce que l'on appelle le cerveau prédictif. Si vous vous attendez à voir Bigfoot, si vous y pensez, si vous êtes dans une forêt sombre et que vous apercevez une grande silhouette, votre cerveau peut facilement combler les blancs. Des ours noirs, par exemple, peuvent occasionnellement marcher sur leurs pattes arrière et ressembler de loin à une créature humanoïde. Des études ont montré des liens forts entre les croyances surnaturelles et la pensée conspirationniste. Quand la série Animal Planet Finding Bigfoot était diffusée de 2011 à 2018, il y a eu une énorme augmentation des observations de Bigfoot. De même, les années les plus populaires de la série X-Files ont vu une augmentation de 200% des observations d'OVNI. Les médias influencent directement ce que nous pensons voir. Mais indépendamment de son existence réelle, Bigfoot est devenu un phénomène culturel absolument massif. Dans les années 1970, de pseudo-documentaires enquêtaient sur son existence et des films le dépeignaient comme un prédateur sexuel. Puis, dans les années 1980, Bigfoot a montré son côté plus doux. Il est devenu associé à l'environnementalisme et à un symbole de nature sauvage à préserver. Le
film Harry L. Anderson de 1987 a été un tournant majeur. Avec John Lithgow dans le rôle principal, le film dépeint Bigfoot comme une créature amicale et incomprise ayant besoin de protection. Ce film a également généré une série télévisée qui a duré 72 épisodes de 1991 à 1993. Au cinéma, Bigfoot a été le sujet de plus de 150 films et séries documentaires. La créature du Marais Noir en 1972, un film documentaire sur le monstre de Fook, une créature de type Bigfoot dans l'Arkansas est devenu un classique du cinéma d'exploitation. Bigfoot and Wild Boy a été un segment de la deuxième saison du Croft Super Show avant de devenir sa propre série. Des films d'horreur comme Abominable en 2006 ont présenté Bigfoot comme un tueur sanguinaire. Willow Creek en 2013, réalisé par Bobcat Goldthwait, utilise le format found footage pour raconter l'histoire d'un couple qui campe dans les bois pour capturer des preuves de Bigfoot. Plus récemment, Netflix a sorti Bigfoot Family en 2020, un film d'animation familiale où Bigfoot est devenu célèbre et doit être sauvé par son fils adolescent. Bigfoot apparaît également régulièrement dans des séries télévisées populaires. Les Simpsons en ont fait un épisode où Homer est confondu avec un Bigfoot. Futurama a montré Fry essayant de photographier la créature. Castle a consacré tout un épisode à une enquête impliquant Bigfoot. L'émission de télé-réalité Finding Bigfoot a été diffusée pendant 7 saisons et a captivé des millions de téléspectateurs. Dans la littérature, Bigfoot figure dans de nombreux genres. Terry Pratchett et Stephen Baxter ont écrit The Long Earth où des créatures humanoïdes ressemblant à Bigfoot jouent un rôle important. Proof, une série de bandes dessinées publiée par Image Comics de 2007 à 2011, met en scène John Prufrock, un Bigfoot qui travaille pour une agence secrète chassant d'autres créatures cryptozoologiques. David Rain Wallace a utilisé Bigfoot dans The Klamath Knot en 1984 pour discuter d'espèces reliques et de thèmes mythiques. Robert Michael Pyle, dans Where Bigfoot Walks en 1995, écrit sur sa recherche personnelle de preuves de Bigfoot dans les montagnes de la Columbia River Gorge. Dans les jeux vidéo, Bigfoot fait également son apparition. Dans Splatoon 3, Bigfoot était l'une des 3 options de Splatfest Cryptid en avril 2023. Le personnage apparaît dans divers jeux de chasse et d'aventure. Même la publicité s'est emparée de Bigfoot. Jack Links, une marque de viande séchée, utilise Bigfoot comme mascotte depuis des années avec sa série de publicités Messing with Sasquatch, où les randonneurs jouent des tours à Bigfoot qui réagit généralement en les poursuivant. Le comté de Skamania, dans l'État de Washington, a même adopté une loi déclarant que toute mise à mort volontaire de telles créatures serait considérée comme un crime. La ville de Willow Creek, en Californie, organise chaque année un grand défilé en l'honneur de Bigfoot. L'Oregon abrite le seul piège à Sasquatch au monde, situé dans la forêt nationale de Siskiyou, ainsi que le Bigfoot Trail, un sentier de randonnée qui traverse les montagnes Klamath-Siskiyou, une zone connue pour sa forte concentration d'observation. Le Roanoke Bigfoot Museum en Caroline du Nord attire des visiteurs du monde entier. Bigfoot est devenu bien plus qu'une simple légende. C'est une industrie, un symbole, une icône culturelle qui représente notre fascination pour l'inconnu et notre désir de croire qu'il existe encore des mystères à découvrir dans notre monde moderne. Alors Bigfoot existe-t-il vraiment? Honnêtement, les preuves scientifiques solides font défaut. Aucun corps, aucun os, aucun spécimen biologique vérifié. L'idée qu'un mammifère de 300 kg pourrait survivre en Amérique du Nord sans être détecté ou surveillé de manière fiable défie la logique. Le fait que les observations augmentent dramatiquement quand des émissions télévisées sur Bigfoot sont populaires suggère fortement un biais de confirmation et l'influence des médias. Mais voici ce qui est fascinant. L'histoire de Bigfoot touche quelque chose de plus profond en nous. Elle parle de notre relation avec la nature sauvage, de notre désir de mystère dans un monde de plus en plus cartographié et expliqué. Bigfoot représente la possibilité que nous n'avons pas encore tout découvert, que des coins sauvages et inexplorés existent encore. C'est peut-être pour ça que la légende persiste depuis si longtemps avec une telle force. Que vous soyez un croyant fervent, analysant chaque image floue avec espoir, ou un sceptique rigoureux demandant des preuves concrètes, Bigfoot nous rappelle que le monde est encore capable de nous surprendre. Le film Patterson-Gimlin continue d'être débattu presque 60 ans après sa création. L'incident d'Ape Canyon reste l'une des histoires les plus dramatiques de rencontres avec le surnaturel. Des milliers de personnes continuent de chercher dans les forêts équipées de caméras thermiques et d'enregistreurs audio. Des scientifiques respectés consacrent leur carrière à l'étude de cette possibilité. Et Bigfoot continue d'apparaître dans nos films, nos livres, nos jeux et notre imagination collective. Alors la prochaine fois que vous vous promènerez dans une forêt dense, que vous entendrez un bruit étrange des buissons, que vous apercevrez une ombre massive entre les arbres, demandez-vous, est-ce juste un nous? Ou est-ce peut-être, juste peut-être, un mystère qui continue de nous échapper depuis des siècles? Alors voilà pour ce qui est du Bigfoot. Mais vous imaginez bien qu'on peut le rapprocher d'une autre créature légendaire, le Yéti, celui qu'on appelle également
l'abominable homme des neiges. Alors, si vous voulez en savoir plus sur cette créature et connaître les dernières découvertes scientifiques qui le concernent, vous pouvez aller voir cette vidéo dans laquelle je décris en long et en large toute l'histoire du Yéti et toutes les explications le concernant.